Bonjour, avec ce quatrième badge, nous rentrons dans le cœur de la programmation de bas niveau en langage C. Nous allons apprendre à utiliser les pointeurs et les tableaux. Un pointeur est une adresse mémoire à laquelle est censée se trouver une donnée. Dans certains documents, supports de cours, livres, etc., dédiés au langage C, le mot pointeur désigne aussi une variable contenant une adresse mémoire. Mais pour éviter toute confusion, j'utiliserai les mots pointeur pour parler d'une adresse mémoire et variable de type pointeur pour parler d'une variable contenant une adresse mémoire. Évitons autant que possible de confondre contenant et contenu. Je vous propose d'examiner immédiatement un petit exemple introductif. 3 nouvelles notations y apparaissent. Int étoile désigne le type pointeur sur int. Étoile P désigne ce qui est pointé par P. Et esperluette X désigne l'adresse de X. Intéressons-nous maintenant à l'exécution de ces quelques lignes de code. L'adresse de la variable X est placée dans la variable P. On dit alors que P pointe X. Ensuite, la valeur pointée par P c'est-à-dire le contenu de la variable X, est incrémenté. Ce qui est intéressant ici, c'est que on modifie une variable via son adresse. La fonction printf est ensuite utilisée pour afficher les contenus de P et X, c'est-à-dire l'adresse de X et la valeur de X. Incidemment, le format d'affichage %P permet l'affichage d'une adresse mémoire. L'état de la mémoire peut être schématisé de la manière suivante. Les variables sont représentées par des rectangles et les liens entre pointeur et données pointées par des flèches. Les variables P et X, comme toute variable déclarée dans une fonction, sont des variables dites locales ou automatiques. Elles sont situées dans une zone mémoire appelée pile d'exécution. Ces variables n'existent que pendant l'exécution de la fonction à laquelle elles appartiennent. Ici, l'instruction printf, la fonction printf est utilisée pour afficher les adresses respectives de P et X. Ces deux variables sont implantées à des adresses mémoire très proches. X, qui contient 12, occupe 4 octets, et P, qui contient l'adresse de X, en occupe 8. Et on voit que P est implanté immédiatement après X en mémoire. Alors ces adresses changent d'une exécution à l'autre, mais la configuration en mémoire reste similaire. Voici un exemple de fonction qui montre la puissance et la dangerosité des pointeurs. Elle permet d'échanger les valeurs des deux variables dont les adresses sont passées en paramètres. Comme les variables modifiées ne sont pas dans la fonction, on dit qu'il y a effet de bord. Ce dessin illustre la configuration en mémoire, dans la pile d'exécution, des variables et données lors de l'appel de la fonction exg par une fonction test. L'état de la mémoire est donné juste après l'échange des valeurs,
à la fin de l'exécution de EXG. Nous avons utilisé jusqu'à maintenant des pointeurs sur des données de type int, mais on peut utiliser des pointeurs sur n'importe quel type de données, y compris des pointeurs sur des pointeurs. En voici une illustration. La variable q de type pointeur sur double contient l'adresse d'une variable p de type pointeur sur double qui contient l'adresse d'une variable x de type double. En utilisant deux fois l'opérateur de déréférencement étoile, qu'on appelle parfois aussi l'opérateur de dépointage, on peut modifier x à partir de q. Le fait de typer les pointeurs permet au compilateur de faire quelques vérifications. Malgré cela, l'utilisation de pointeurs reste dangereuse. Si, par exemple, une variable de type pointeur n'a pas été initialisée ou pointe au mauvais endroit, toute tentative d'écriture d'une donnée à l'adresse pointée peut avoir des effets imprévisibles, tels qu'une modification inopinée de données en mémoire ou un plantage du programme. Par exemple, cette fonction main déclare une variable de type pointeur sur caractère sans l'initialiser. La variable contient une adresse indéterminée qui ne pointe généralement pas une zone mémoire où l'écriture d'une donnée est autorisée. Le programme a été compilé sans erreur, mais à l'exécution, il s'est arrêté avec affichage du message Segmentation Fault. Un message très souvent expérimenté par les débutants en programmation en langage C. Après ces bases sur les pointeurs, nous pouvons aborder la notion de tableau. Un tableau est une structure de données permettant la représentation en mémoire d'une collection de données de même type. Les données d'un tableau sont contiguës en mémoire. On les situe de manière imagée dans des cellules numérotées à partir de 0. Voici par exemple l'initialisation et la déclaration d'un tableau de double de longueur 5. On a ici le nom du tableau, ici son nombre de cellules, ici le type des données qui sont dans ces cellules, et là les valeurs d'initialisation de ces cellules. Lorsque le nombre de valeurs d'initialisation est inférieur au nombre de cellules, les cellules restantes sont initialisées avec une valeur par défaut qui, dans le cas des valeurs de type double, est 0. Les cellules du tableau, et selon le contexte leur contenu, sont notées table de 0, table de 1, table de 2, table de 3 et table de 4. Si cette ligne de code est dans la définition d'une fonction, alors le tableau créé est une variable locale de cette fonction et est implanté dans la pile d'exécution. Sinon, le tableau est global et sa durée de vie est celle de l'exécution du programme. Les cellules d'un tableau s'utilisent exactement comme des variables. La notation avec crochet commune à de nombreux langages de programmation, permet d'identifier une cellule particulière grâce à son indice, compris entre 0 et la longueur du tableau moins 1. Toute tentative d'accéder à une cellule située au-delà de la longueur du tableau concerné, avec un indice négatif ou un indice au moins égal à la longueur du tableau, entraîne des modifications inopinées de la mémoire avec des effets imprévisibles et potentiellement néfaste. Il y a un lien fondamental entre tableau et pointeur. Tout tableau est désigné par un pointeur sur sa première cellule. Quand on déclare un tableau,
le nom du tableau est une constante de type pointeur sur le type des données pouvant être stockées dans ces cellules. Dans cet exemple, tab est une constante de type pointeur sur int. Elle ne peut pas être modifiée alors que les cellules du tableau pointé peuvent l'être. P est une variable de type pointeur sur int qui est initialisée avec la valeur de tab. La variable P désigne le même tableau que tab et peut être utilisée de la même manière. Ici, par exemple, P de 2 aurait pu s'écrire T de 2. Et ici, tab de i aurait pu s'écrire P de i. Mais il est possible de modifier P pour lui faire pointer un autre tableau, par exemple, alors que tab est une constante qui ne peut pas être modifiée. On ne peut pas déplacer un tableau créé ainsi comme une variable locale d'une fonction, ou même un tableau créé globalement auquel on attribue un nom. Pour être en mesure de déplacer un tableau, il nous faudra attendre d'aborder le badge sur les variables dynamiques. Le lien entre tableau et pointeur est encore plus fort lorsqu'on considère l'arithmétique des pointeurs. On ne peut pas ajouter deux pointeurs, mais on peut ajouter un pointeur et un entier. Si P est un pointeur de type grand T, alors P plus 1 désigne l'adresse égale à P plus le nombre d'octets occupés par une donnée de type T, c'est-à-dire une donnée pointée par P. Et P plus 2 pointe une adresse égale à P plus 2 fois le nombre d'octets occupés par une donnée de type T, etc. L'arithmétique des pointeurs prend donc en compte implicitement la taille des données pointées. On peut aussi soustraire deux pointeurs de type grand T et le résultat est le nombre de données de type grand T pouvant remplir la mémoire située entre les deux adresses concernées. L'arithmétique des pointeurs induit une équivalence entre différentes notations. P de 0 est équivalent à étoile P, P de i est équivalent à étoile de P plus i, et esperluette P de i est équivalent à P plus i. Prenez le temps d'y réfléchir quelques dizaines de secondes et vous verrez que ça découle directement de ce que je viens de dire, en particulier de la manière dont sont représentés les tableaux et de l'arithmétique des pointeurs et bien sûr du sens des opérateurs sur les pointeurs esperluette et de l'opérateur de dépointage étoile. On ne peut pas passer un tableau en argument à une fonction par copie, comme c'est le cas pour un type primitif tel que double, int ou char par exemple, mais on peut transmettre les adresses d'un ou plusieurs tableaux à une fonction en utilisant des paramètres de type pointeur. Une fonction recevant en argument un pointeur désignant un tableau peut lire et modifier le contenu des cellules de ce tableau. Voici un exemple de fonction RAZ qui met à 0 les n premières cellules du tableau désignées en argument et d'une fonction de test qui appelle cette fonction RAZ pour mettre à 0 les cellules d'indice 2 à 4 d'un tableau. Attention, à partir de l'adresse d'un tableau, il est impossible d'obtenir sa longueur. Donc, lorsqu'on réalise une fonction recevant en paramètre des pointeurs désignant des tableaux, il faut prévoir un moyen de transmettre aussi à cette fonction une information lui permettant de connaître la longueur des tableaux concernés ou à tout le moins les indices des cellules devant être lus ou modifiés par cette fonction. Et lors de l'appel d'une telle fonction, il faut faire très attention à ce que les informations fournies soient correctes et ne puissent pas conduire la fonction à accéder à des cellules situées au-delà des limites du tableau. Toutes ces vérifications doivent être faites à l'appel de la fonction parce que lors de l'exécution de la fonction, il est impossible de vérifier la longueur du tableau et donc il est trop tard pour pouvoir
éviter des erreurs de type écriture inopinée à certaines adresses mémoire en dehors de la taille du tableau. Donc ici dans notre exemple, les 3 cellules d'indice 2, 3 et 4 vont être mises à 0 par l'appel de R à Z de tab plus 2, 3. Parce que tab plus 2 pointe la cellule d'indice 2 du tableau. Puisqu'on en est à parler de choses dangereuses, je dois vous dire qu'il existe des pointeurs non typés qui se notent void étoile. Ces pointeurs peuvent pointer n'importe quel type de données, mais l'arithmétique des pointeurs et l'opérateur de déréférencement étoile ne peuvent leur être appliqués. Ils ont vocation à être castés, c'est-à-dire utilisés avec une notation qui leur impose temporairement un type. Nous en verrons l'usage ultérieurement. Dans cet exemple, nous utilisons cette notion de cast, c'est-à-dire changement temporaire du type d'un pointeur, appelé aussi coercition de type, et qui apparaît ici dans le code, pour afficher les valeurs hexadécimales des 4 octets de la représentation en mémoire d'un entier. En quelque sorte, on triche, c'est-à-dire qu'en déguisant notre pointeur sur int en pointeur sur char, on peut accéder à chaque octet à l'intérieur de la représentation d'un entier en faisant croire au compilateur que notre entier sur 4 octets est un tableau de 4 octets. Et le résultat nous montre la représentation en mémoire de l'entier 3. Et ce résultat est intrigant. En effet, la représentation en base 2 de l'entier 3 est constituée de 30 0 suivi de 2 1. Mais le résultat de notre expérience montre qu'en mémoire, l'entier 3 est représenté par 6 0 suivi de 2 1 suivi de 24 0, comme ceci. Donc ceci est attendu et ceci est observé. Il y a quelque chose qui semble clocher. L'explication est qu'au niveau le plus bas de la représentation des informations dans la mémoire physique, certains microprocesseurs inversent l'ordre des octets de la représentation en mémoire des entiers. C'est le cas historiquement des microprocesseurs de la famille Intel. On parle de représentation little-endiane. L'octet qui est ici dans la représentation en base 2 classique d'un entier se retrouve ici dans la représentation little-endiane. Mais cette convention est complètement transparente lors de l'utilisation des opérateurs bitwise. Et en pratique, un programme en langage C se comporte de la même manière, quel que soit le mode de représentation des entiers du microprocesseur qu'il exécute, que ce soit big-endian ou little-endian. L'exemple précédent est une des rares exceptions, qui serait d'ailleurs impossible à réaliser avec la plupart des autres langages de programmation, dont le seul but était de vous montrer à quel point il est possible en langage C d'aller jusqu'au plus bas niveau et de toucher directement des octets de la couche physique pour percer certains secrets de la représentation et des entiers au niveau du microprocesseur. Mais par contre, cet exemple ne doit pas vous perturber lorsque vous utilisez des opérateurs bitwise, parce que ces opérateurs prennent en compte les spécificités du microprocesseur sur lesquels ils s'exécutent, donc donnent l'impression que les entiers sont représentés en base 2 de manière classique, c'est-à-dire big-endian. Même si, en pratique,
physiquement dans le microprocesseur. Ils sont représentés en Little Endian. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous conseille de lire attentivement le document d'accompagnement qui reprend les mêmes exemples pour bien assimiler les notions présentées. Mais surtout, c'est en faisant des expériences par vous-même et des exercices que vous pourrez vraiment progresser et maîtriser l'utilisation des tableaux et des pointeurs.